Tu t'endors paisiblement dans ton appartement quand tout à coup les bruits des sirènes retentissent au loin. Tu te lèves et cours en direction de l'abri anti-aérien. Tu sors ton téléphone et un message apparaît. La Russie vient d'attaquer et la guerre vient de commencer. En quelque sorte, tu savais que c'était inévitable. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer dans cette vidéo. Pourquoi une invasion de l'Ukraine par la Russie était inévitable. Lundi soir, la Russie a lancé l'ordre de déplacement de ses soldats dans l'est de l'Ukraine. C'était le début d'un conflit que plusieurs personnes ont prédit il y a des mois et des mois. C'était devenu très clair pendant le week-end du 19 et 20 février, quand le nombre de soldats déployés près des frontières a presque doublé. Malgré un bref moment d'optimisme quand Vladimir Poutine a déclaré qu'il allait rapatrier ses troupes vers leurs bases militaires respectives, pendant le week-end, plusieurs politiciens ont prédit que le conflit ukraino-russe allait prendre de l'ampleur. Boris Johnson, le président du Royaume-Uni, a dit que la Russie est en train de planifier la plus grande guerre depuis 1945. Joe Biden, à son tour, a dit que Vladimir Poutine avait décidé d'envahir l'Ukraine après avoir averti la population que le conflit aura un grand impact sur le prix du pétrole. Mais comment ont-ils tous vu cette invasion venir ? Il y a 3 grandes raisons qui indiquaient clairement qu'une attaque était sur le point de commencer. Premièrement, les mouvements des troupes russes. Comme j'ai dit au début de la vidéo, Vladimir Poutine avait annoncé au début de la semaine dernière qu'il allait retirer ses troupes de la frontière entre le Bélarus et l'Ukraine après avoir terminé leur exercice militaire conjoint. Mais ce n'était pas du tout le cas. Les troupes russes sont restées sur le territoire du Bélarus bien après la fin des exercices conjoints, qui devaient prendre fin le dimanche 20 février. Mais pourquoi ? Selon le ministère de la Défense bélarussien, les troupes russes sont restées sur le territoire dû aux tensions que connaissait la région du Donbass. Et ce qui est bizarre, c'est que ces tensions ont été déclenchées par la Russie. Ce qui est incroyable, c'est que la Russie a utilisé la même tactique en 2008 quand elle a envahi la Géorgie. En ce moment, la Russie était en train de performer les exercices militaires de Kavkaz, près des frontières de la Géorgie, et a dit à tout le monde qu'elle allait retirer ses troupes après la fin des exercices pour envahir la Géorgie quelques jours plus tard. Et comme si le fait de garder ses troupes au Bélarus n'était pas suffisant, la Russie a aussi augmenté le nombre de soldats présents sur les frontières de 100 000 le 30 janvier à 190 000 troupes pendant le week-end. Les images satellites ont aussi révélé que le mouvement des troupes s'approchait petit à petit de la frontière ukraino-russe. Et ce qui était le plus alarmant, c'était la construction de plusieurs points de ravitaillement pour les engins de guerre, tout près des frontières. Ce genre de construction éphémère a pour but de ravitailler les hélicoptères en kérosène rapidement et efficacement. Aussi, la Russie avait commencé la construction de plusieurs hôpitaux de campagne, des établissements de soins provisoires mis en place en cas de conflit armé près des frontières. Tous ces éléments avec du recul suggèrent qu'une attaque est inévitable. Mais en janvier, la Russie n'avait pratiquement pas d'hôpitaux de campagne sur le terrain, ce qui a poussé la plupart à penser que la Russie n'était pas prête pour une guerre frontale, que c'était un bluff et qu'elle n'aura pas la possibilité de guérir ses blessés, surtout vu le nombre important de ses soldats. Le 30 janvier, les troupes russes étaient estimées à 100 000 environ et les analystes et experts avaient expliqué que ce nombre n'était pas suffisant et que la Russie aurait besoin de plus de 200 000 soldats pour envahir proprement l'Ukraine. L'estimation donnée par les États-Unis suggère que le 22 février, il y aurait environ 190 000 soldats sur les frontières. C'est pour ça que Joe Biden était convaincu que Poutine n'était pas du tout intéressé que par la région du Donbass et avait un autre objectif entre les yeux. Et pour rendre les choses encore plus corsées, la Russie venait de finir ses exercices militaires nucléaires de 2022 où ils ont testé des missiles de calibre cruise, des missiles intercontinentaux et un missile hypersonique. Ces exercices étaient programmés il y a des années de cela, ce n'est pas comme si Poutine venait tout juste de décider de performer ces tests, mais ça aurait quand même dû être très intimidant pour les Ukrainiens. Cette augmentation du nombre de troupes et la mise en place d'une infrastructure de guerre a rendu difficile le fait de revenir en arrière. Deuxième indice, la propagande russe.
Avant de s'engager dans une guerre, il faut au préalable justifier et préparer la population à cette éventualité, parce que personne ne souhaite la guerre. D'ailleurs, plusieurs manifestations contre la guerre ont débuté à Moscou et à Saint-Pétersbourg, et plus de 1800 personnes ont été arrêtées. Et c'est cet élément en particulier qui a dupé le monde, car le public russe n'était pas du tout préparé. Aucun journal, aucune chaîne télévisée n'a discuté le sujet. Des sondages effectués par le Street Journal suggèrent que seulement 8% des Russes sont pour l'escalade du conflit ukraino-russe et plus de 92% sont contre cet acte. En gros, les Russes ne sont pas très chauds et c'est parfaitement compréhensible car le peuple ukrainien et russe se considèrent comme très proches et il y a une certaine complicité et fraternité entre les deux peuples. Et puis, comme par magie, le mardi 22 février, tous les médias russes en parlent. Et selon eux, c'est l'Occident qui serait responsable de cette guerre. Les médias d'État ont aussi justifié l'intervention comme un acte de protection des Russes ethniques qui se font génocider en Ukraine. En 2014, pendant l'annexation de la péninsule de Crimée, le public russe était mitigé quant à cet acte entrepris par le gouvernement russe, mais la campagne médiatique lancée par les médias d'État a fini par convaincre le public que c'était une bonne chose. Après tous ces événements, en 2014, la cote de Poutine avait augmenté de plus de 15% et aujourd'hui, un sondage effectué par Levada affirme que 86% des Russes approuvent l'annexation de la Crimée. La question qui se pose donc est la suivante. Est-ce que le même scénario va se reproduire? Je ne pense pas. L'occupation totale de l'Ukraine sera beaucoup plus violente que celle de la Crimée et les sanctions vers la Russie seront encore plus lourdes. Tandis que les sondages ont révélé que 56% des Russes pensent que la Crimée est russe, seulement 25% pensent que la région du Donbass est russe. Troisième indice, le comportement anormal des séparatistes au Donbass. Pendant le week-end, les leaders des séparatistes au Donbass ont accusé les forces armées ukrainiennes d'attaques terroristes sous la forme de pilonnage. La Russie a aussi prétendu que des coups de feu de l'artillerie ukrainienne avaient atterri dans le territoire russe. De son côté, l'armée ukrainienne a nié tout pilonnage ou bombardement et a accusé la Russie que ce qu'ils sont en train de faire était une fausse bannière. En réponse à ces bombardements, le 18 février, les autorités séparatistes ont ordonné l'évacuation complète de la zone via télégramme et tous les hommes entre l'âge de 18 et 55 ans ont été enrôlés. Les fichiers Telegram ainsi que des vidéos ont été analysés et leur metadata a révélé quelque chose de super intriguant. Ils étaient filmés le 16 février, bien avant les prétendus bombardements. Les séparatistes ont aussi publié une vidéo dans laquelle ils montrent une voiture pleine d'explosifs en train de se faire remorquer par un véhicule militaire loin d'un pont. Mais les métadatas ont révélé que la vidéo a été filmée en 2019 et que c'était un fake. Les séparatistes ont affirmé que c'était un essai de la part des forces ukrainiennes pour bombarder leur leader. Toutes ces informations tendent vers la possibilité d'une fausse bannière. En gros, les séparatistes ont vidé la région de civils tout en créant une raison valable pour une invasion. Et c'est exactement ce que Poutine attendait. Il avait aussi affirmé que des Russes se faisaient génocider et des femmes et des enfants étaient en danger. Ce qui fait que c'était compliqué pour lui de revenir en arrière, même s'il le voulait. En gros, Poutine avait deux choix. Soit choisir la guerre et préserver sa crédibilité envers le public russe, ou se retirer et déclarer défaite. Et comme vous le savez tous, Poutine a choisi la première option et on dirait que le continent européen va être plongé dans une guerre imminente.